Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Nous parlons d'innovation avec Robotic Place. C'est le cluster de la robotique et des drones en Occitanie. Philippe Roussel en est le pilote, c'est notre invité. Il sera question, vous l'avez compris, d'économie, d'emploi et d'innovation. Bonjour et merci Philippe Roussel de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre. Bonjour. On parle d'un cluster de la robotique. Alors, quelle est la définition d'un cluster ? Alors, un cluster, globalement, d'un point de vue légal, c'est une association, loi 1901. Simplement, c'est une association qui regroupe uniquement des entreprises dans un même secteur d'activité pour ce qui nous concerne, donc la robotique. Donc, on regroupe des entreprises de robotique, des laboratoires de recherche et des écoles d'ingénieurs. Et des écoles d'ingé, d'accord. Vous êtes combien sur On est 80 adhérents sur l'Occitanie. D'accord. Alors, comment est née cette organisation ? Alors, ça a été une succession d'agglomérats de personnes et de sociétés. À l'origine, on s'est créé en 2011 autour du syndicat de la robotique, qui s'appelait Cirobo à l'époque. Donc, on était une dizaine d'entreprises à s'être regroupées. Et on était la version Cirobo Sud-Ouest du syndicat. Et après, avec des échanges avec les gens du conseil régional, petit à petit, on a évolué vers cette notion de cluster, qui est une notion avec laquelle le conseil régional savait mieux travailler qu'un syndicat. Et petit à petit, on a grossi. Alors, on est né autour de la robotique de service. Après 2 ans, on a des gens de la robotique industrielle qui sont venus nous rejoindre. Et puis, 1 an après, les gens des drones. Donc comme ça, on est devenu de plus en plus important. On est parti de 10, aujourd'hui on est 80. D'accord, 80. Alors il s'agit de PME, il s'agit de quel type d'entreprise ? De tout, on a, je dirais 80% de PME, dans la partie entreprise. Mais on a aussi des grands groupes internationaux, y compris des constructeurs de robots internationaux, des Japonais, des Allemands. D'accord, ça vous permet vraiment de pouvoir échanger entre vous. Alors, est-ce que vous faites du business, entre guillemets, entre vous, ou c'est uniquement des débats, des rencontres ? Non, l'objectif, c'est vraiment de faire du business, justement. Donc, dans un premier temps, ça a surtout été du marketing. C'est-à-dire qu'on mettait ensemble nos moyens pour pouvoir développer la communication autour de la robotique. Il y a eu une partie, à un moment donné aussi, on a fait pas mal de recherche et développement collaborative, poussée par la région justement, qui nous incitait à faire des projets de R&D. Et puis petit à petit, la réalité du terrain nous a submergés. On a été appelés par des clients qui nous demandaient, qui venaient nous voir en disant on voudrait un robot pour réaliser certaines tâches. On trouve pas sur le marché ce dont on aurait besoin. Est-ce que Robotic Place, vous sauriez nous le faire ? Donc on a un peu tâtonné au début. Et puis, depuis 2 ans, on a mis en place une structure qui nous permet réellement de répondre aux appels d'offres des clients et de mettre en face des clients le meilleur des expertises qu'on a chez chacun de nos adhérents. D'accord. Et donc, peut-être vous associez les écoles d'ingénieurs On associe de temps en temps les écoles d'ingénieurs, absolument. Quand on parle de robotique, alors qu'est-ce qu'on entend par robotique ? Parce que c'est très large. Effectivement, vous parliez du domaine des particuliers et de celui de l'entreprise, robotique industrielle. Qu'est-ce que vous mettez, vous, là-dedans ? Alors, la définition d'un robot est assez vague. Et il y en a plusieurs. Pour nous, un robot, c'est un appareil qui est capable de fonctionner de façon autonome, c'est-à-dire qui est capable de réagir à quelque chose qui n'est pas prévu dans son environnement. Pour autant, dans la robotique industrielle, c'est un système qui existe depuis les années 60. C'est ça, voilà. Vous avez des robots industriels qui sont censés prendre une pièce et la mettre d'un endroit à un autre. Si la pièce n'est pas là, ils font le mouvement quand même. C'est ça, voilà, ils réfléchissent pas. C'était encore des automates. De plus en plus, aujourd'hui, cette robotique industrielle est en train de devenir une vraie robotique avec de la vision et des capteurs qui lui permet de se rendre compte si elle fait bien le mouvement qui correspond à ce qu'on lui demande. D'accord. Mais voilà, le principe du robot, c'est un appareil qui est capable de fonctionner en autonomie. Alors quand on parle de bots aussi aujourd'hui, alors parce qu'il y a différents domaines, par exemple on est sur un site internet et vous avez bonjour je suis le bot machin, est-ce que je peux vous aider ? Oui, alors là après ça c'est des applications qu'on appelle des algorithmes et ça pour nous c'est pas des robots puisque c'est pas de côté physique. D'accord, ok. Un robot ça doit être un appareil physique. D'accord, donc pour vous dans les clusters, voilà c'est ce que je voulais vous faire dire, on est bien dans le côté physique, technique, concret. Tout à fait, un robot c'est de la mécanique, de l'électronique et du logiciel. Pour moi, par exemple, un robot de trading, c'est pas un robot.
D'accord. C'est des algorithmes. Oui, tout à fait. Donc on n'est pas dans le même secteur. C'est vrai que c'est hyper important de le préciser parce qu'aujourd'hui on associe beaucoup, le mot robot, derrière notre téléphone on a des robots, vous voyez. Mais pour vous, non, ce n'est pas la même chose. Voilà, un robot, c'est un appareil. Alors, comment se porte la robotique en Occitanie? C'est un terrain qui est assez actif, dynamique? Oui, alors c'est un terrain qui est en pleine croissance, avec des versions différentes de la robotique. En fait, vous avez ce qu'on appelle la robotique industrielle, c'est-à-dire tout ce qui est robot qui produit sur les chaînes de fabrication des usines, où là, c'est vraiment un marché qui est en pleine explosion. La demande est très forte. Les entreprises ont du mal à répondre à toute la demande parce que elles n'arrivent pas forcément à trouver des recrutements en quantité suffisante. Ah oui, c'est-à-dire qu'en termes de formation... Alors, on travaille sur les formations. On essaie de faire en sorte de développer des nouvelles formations. Cette année, Toulouse a ouvert, l'Académie de Toulouse a ouvert une nouvelle formation de robotique industrielle au niveau licence pro. Ah oui, d'accord. Donc il y en a 13 étudiants qui sont rentrés à la rentrée de septembre dans cette formation. Donc c'est des jeunes qui sont en alternance dans les entreprises. Mais malgré tout, voilà, avant qu'ils arrivent à un niveau de maturité, etc. Souvent, le problème, c'est que les entreprises ont besoin des gens qui ont 20 ans d'expérience et qui ont 20 ans eux-mêmes. C'est toute la difficulté de trouver les personnels adaptés. Ah, c'est vrai. Mais effectivement, globalement, la robotique industrielle aujourd'hui est en plein boom, tirée aussi beaucoup par l'aéronautique et toutes les choses qui découlent de l'aéronautique, toutes les sous-traitances premier, deuxième, troisième niveau. C'est ça. Dans la robotique de service, on est encore beaucoup plus dans un marché de création, de start-up qui sont en train de lancer des produits. Alors, on commence à avoir déjà des start-up qui commercialisent des produits qui sont finis, qui sont utilisés. Alors, quand on parle de robotique de service, on n'est pas forcément dans du grand public. Robotique de service, par exemple, c'est des robots pour désherbage dans l'agriculture. C'est des robots pour des opérations du cerveau. C'est des robots pour le nettoyage des piscines. D'accord. Voilà, donc il y a beaucoup de variantes possibles. Donc sur ces marchés-là, vous avez certaines entreprises qui sont des marchés très matures. Le robot de nettoyage de piscine, c'est des choses qui marché mature. Le robot d'agriculture, par exemple, pour le désherbage, c'est récent, mais ça fait déjà 2 ans que c'est commercialisé et que c'est utilisé. D'accord. Mais c'est pas encore des marchés sur lesquels les entreprises sont rentables, parce qu'elles ont encore beaucoup de recherche et développement, et donc il y a encore beaucoup d'investissements à faire pour que ça évolue. Et le robot d'accompagnement? Alors, on n'a pas de robot d'accompagnement dans la région. Il y en existe dans les EHPAD pour accompagner donc les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie? Non, aujourd'hui c'est expérimental. Le laboratoire du LAS à Toulouse travaille sur ce genre de choses avec des robots qui viennent des États-Unis ou d'Espagne, choses comme ça, et qui ont pour vocation d'apprendre. Aujourd'hui, ils apprennent le comportement des gens, voir comment est-ce qu'il faut qu'ils interagissent avec les gens, quels sont les services qui sont utiles, quels sont les services qui sont pas utiles, mais c'est encore du domaine de la recherche, et même au Japon, où c'est le pays le plus avancé sur ce secteur d'activité, ça reste encore du domaine de la recherche. Et le robot qui promène le chien? Je n'ai pas entendu parler de ce genre de robot. Petit robot qui vous sort le chien pendant que vous n'êtes pas là. Alors au Japon, effectivement. Alors est-ce que je n'avancerai pas l'information, mais il semblerait que ce soit encore en phase de test. Alors ce qui se passe avec les robots autonomes qui vont sur la voie publique, c'est qu'aujourd'hui en France il y a des expérimentations qui sont en cours. On a une entreprise qui est basée à Cahors qui fait aujourd'hui une expérimentation avec Franprix à la région parisienne. C'était Soben. Ils ont un petit droïde. Et cet appareil accompagne les gens quand ils vont faire leurs courses. C'est ça. Et l'appareil suit les gens jusqu'à leur domicile, au moins jusqu'à la porte d'entrée, ce qui va pas monter dans les étages. Et les gens prennent à ce moment-là leur sac de courses et rentrent chez eux. Et l'appareil rentre tout seul au magasin. Sauf que aujourd'hui, il le fait tout seul, mais il y a quelqu'un qui marche à côté parce que d'un point de vue légal, sécurisation, c'est de l'expérimentation. Donc pour l'instant, on n'a pas encore le droit de le faire tout seul. Encore statué là-dessus. Est-ce qu'on est en France, j'allais dire plutôt bien placé en termes de recherche en robotique? À quel niveau, à quel rang se situe-t-on? Oui, on fait partie des grands pays au niveau recherche. Le CNRS est très reconnu. Le laboratoire du LAS à Toulouse a plusieurs partenariats au Japon, au Mexique, etc. On fait partie des 5 grands pays en termes de recherche. On est certainement un peu plus loin quand on parle de l'utilisation ou de développement des robots. C'est ça. Utilisation au quotidien, vous voulez dire? Oui, ou même dans nos entreprises. Si on parle de robotique industrielle, la France est au 17e rang mondial en termes de densité de robots il y a un calcul qui est fait en termes de nombre de robots par 10 milliers
par 10 000 employés. En France, on a 154 robots pour 10 000 employés. À Singapour, ils en ont plus de 800. Et comment vous l'expliquez alors cette différence? Alors ça tient à différents facteurs. D'abord, il y a déjà le facteur économique, c'est-à-dire que les pays où la densité robotique est la plus forte sont les pays où l'industrie automobile est la plus forte. Donc effectivement, la Corée, le Japon, l'Allemagne. Donc l'automobile en France a le même niveau d'équipement que l'automobile en Allemagne. Mais l'automobile est moins représentée en France qu'en Allemagne. Nous, par exemple, à Toulouse, l'aéronautique est très puissant. On est un des premiers centres mondiaux au niveau aéronautique. Mais l'aéronautique utilise peu de robots. Parce que l'aéronautique, c'est des très grosses pièces et en très petite quantité. Donc voilà, ça nécessite. Il n'y a pas de robots. Alors que Airbus travaille beaucoup pour développer des solutions robotisées, pour travailler dans des conditions difficiles, etc. Mais c'est encore nouveau. Vous restez avec nous? On continue, à tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Merci d'être avec nous sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre où nous recevons aujourd'hui Philippe Roussel qui est à la tête du cluster de la robotique et des drones en Occitanie. Bonjour Gilles Brochen. Bonjour. Gilles Brochen, vous êtes un robot? Presque. Notre consultant éthique? Je voulais savoir, Monsieur Roussel, est-ce qu'un robot c'est intelligent? Non, pas au sens de l'intelligence humaine. C'est intelligent dans la mesure où c'est capable de prendre une décision par rapport à un événement qui lui arrive de l'extérieur. Mais c'est pas intelligent comme un humain. C'est intelligent dans un domaine d'activité très réduit. Si on parle par exemple des robots qui font des compétitions d'échecs ou de Go, vous leur demandez de faire une recette de cuisine, ils sont absolument incapables de le faire. Voilà, ils sont juste très pointus spécifiquement sur un sujet donné. Mais ils vont le devenir intelligent? Parce qu'en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, qui est on emploie un peu d'ailleurs à toutes les sauces, si je peux me permettre cette expression. Est-ce que le développement de l'intelligence artificielle va modifier l'industrie du robot? Alors, l'intelligence artificielle est déjà extrêmement utilisée dans les robots. Si on voit par exemple tous les robots mobiles, ça va de la voiture autonome aux appareils, donc des droïdes, des AGV, comme on les appelle en fonction des besoins. Ce sont des appareils qui sont capables de se déplacer d'un point à un autre. On leur donne juste le point d'arrivée, le point de départ, ils se débrouillent entre deux. Donc ça, c'est de l'intelligence. Pour autant, c'est pas encore d'intelligence capable de répondre à toutes les questions. Et donc cette intelligence qui correspond à l'intelligence humaine, ça fait depuis 20-30 ans qu'on nous dit c'est pour dans 10 ans. Donc c'est pour dans 10 ans. Et votre croyance profonde, c'est qu'un jour, l'homme sera remplacé par un robot dans toutes ses facultés, ou que l'homme restera toujours au-dessus? On doit vous poser la question souvent. Ouais, mais a priori, moi je suis pas inquiet parce que je vois réellement comment ça se fonctionne aujourd'hui sur les machines. On voit bien que c'est extrêmement limité la capacité d'intelligence des machines. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, on avait l'école de l'Upsitech qui avait fait un projet avec un robot Nao, les petits robots qui font 50 cm là. Et donc le projet c'était de jouer aux cartes avec un enfant. Le problème c'est que quand le robot bougeait le bras, il pouvait plus réfléchir. Parce que son mémoire, son processeur était pas assez puissant pour gérer à la fois le mouvement du bras et la réflexion par rapport au jeu. Donc il y a encore énormément de gains de puissance de calcul à faire. Et puis il y a encore énormément aussi de développement logiciel à faire. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est encore beaucoup basé sur une espèce de statistique. C'est-à-dire qu'il faut donner un très grand nombre d'informations à une machine. C'est d'ailleurs beaucoup aujourd'hui centré sur la reconnaissance d'images. Et sorti de ces contextes-là, c'est déjà un peu plus anecdotique. Et ce qui est assez amusant sur l'intelligence artificielle, c'est que, par exemple, pour apprendre à un ordinateur, à un algorithme, à reconnaître un chat, il faut lui donner des millions d'images de chats. Alors qu'il y a un enfant de 3 ans, vous lui dites ça c'est un chat et il en a vu 2 ou 3 et ça y est, il sait ce que c'est qu'un chat. C'est rassurant. Absolument. C'est rassurant. Ce qui veut dire aussi que nous, on va devoir se former aux nouvelles technologies. Apprendre à travailler avec un robot, par exemple. On va apprendre à partager le travail, effectivement, avec un robot, en sachant que ce que l'on va confier au robot, c'est toute la partie du travail qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que, globalement, l'humain est par nature un peu feignant. Donc, quand on va avoir un travail répétitif, fatigant,
sur lesquels on risque de se blesser, sur lesquels on risque d'avoir des troubles musculo-squelettiques. Tous ces travaux où aujourd'hui, en plus, les entreprises n'arrivent plus à recruter. Cette partie du travail va être effectivement à petit donnée à des machines, à des robots. Mais derrière le robot, il restera toujours de toute façon des personnes qui, eux, ont la connaissance du produit, la connaissance du besoin, la connaissance du marché, et qui seront capables de dire le robot a fait ou pas fait un bon travail. Donc, il y a surtout tout un tas de tâches autour qui sont pas aujourd'hui robotisées. Et tout ce qui est des tâches, par exemple, au niveau du relationnel avec d'autres personnes, tout ce qui est des tâches où c'est trop varié, il y a trop de paramètres à prendre en compte, trop de choses qui peuvent arriver du jour au lendemain sans que ça soit prévu, etc. Tout ça, ça reste de la capacité des humains. Des humains. Gilles. Alors je sais que la question est un peu bateau, mais je suis obligé de vous la poser. Aujourd'hui, il y a du chômage en France et on entend souvent dire, ben oui, mais les machines remplacent les hommes. Et c'est une des raisons qui explique le chômage. Est-ce que vous partagez cette idée ou est-ce que vous pensez au contraire que l'industrie du robot développe des emplois, développe de l'activité? Ah oui, ça c'est effectivement le chose qu'on entend le plus couramment, c'est un syllogisme en fait. Toutes les entreprises où il y a eu des robots qui ont été implantés dans les bonnes conditions, on peut aussi avoir des erreurs, mais toutes les entreprises où les robots étaient implantés dans de bonnes conditions sont des entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter parce que elles avaient plus de régularité, elles avaient meilleure qualité sur les pièces, parce que quand vous êtes sur un travail manuel où vous devez faire de 8 heures du matin à 5 heures de l'après-midi le même travail, vous n'êtes pas constant. À un moment donné, une personne ne peut pas être en permanence avoir exactement la même concentration, le même geste, la même précision, et donc il y a toujours des moments de mou, il y a toujours des moments où ça va moins bien. Le robot, lui, il va travailler éventuellement 24 heures sur 24 à faire la même pièce et toujours de la même façon. Donc la qualité est garantie, le risque de blessure, etc. est retiré. Vous avez des produits qui sortent à un coût peut-être moindre également que s'il est fait par des humains. Et derrière, l'entreprise, du coup, elle gagne des marchés. Moi, on a des exemples comme ça d'entreprises qui sous-traitaient un certain nombre de leurs fonctions, de leurs pièces, qui du jour où elles ont installé un robot, si c'est pas la peine que j'envoie mon travail en Chine, mon robot il le fait ici pour le même prix. Donc ils ont développé, ils ont gagné des marchés, ils ont développé plus de marchés, plus de pièces, etc. Mais autour, à un moment donné, les pièces, fallait bien les emballer, fallait bien contacter les clients, fallait bien les livrer, etc. Et en global, elles ont créé des emplois. Peut-être pas au même endroit, effectivement. L'emploi de mettre une pièce sur un endroit de façon répétitive, ça effectivement. C'est-à-dire nouvelle formation, nouvelles compétences. Mais vous avez de très nombreuses entreprises qui ont énormément de mal à recruter du personnel. Moi j'ai vu encore il y a pas très longtemps dans un abattoir de poulets, il y a des gens qui attachent les ailes et les pattes des poulets toute la journée avec un élastique. Bon, ce travail-là, ça fait mal aux poignets, c'est dans un travail où on travaille debout, dans le froid ou dans le chaud, selon la saison. Ça sent fort mauvais. Malheureusement, le poulet, c'est bon quand c'est cuit, mais quand c'est cru, c'est pas terrible. Aujourd'hui, on est en train de travailler à automatiser cette fonction-là. D'accord. Et donc supprimer pas supprimer en l'occurrence, parce que l'entreprise. Transformer. Voilà, quand l'entreprise est venue me voir la première fois, elle m'a dit j'ai 42 équivalents temps plein à remplacer par des robots. Je dis oula. Attention. C'est pas très très sympa comme approche. Mais en fait, effectivement, 42 personnes à remplacer sur cette fonction-là, mais après à les faire travailler ailleurs sur la découpe de pièces, etc. Où là, au contraire, ils avaient du mal à trouver du personnel et il fallait qu'ils remettent du monde ailleurs. Voilà, donc il va falloir mettre le travail à plat, revoir un peu toutes les fonctions et se former donc à de nouvelles compétences. Oui, alors l'idée, c'est aussi de pouvoir faire monter les gens en compétences. Justement, nous, on travaille aussi sur cet aspect-là. On a fait un programme qui s'appelle Roboticipation, programme qui a été d'ailleurs financé par la Direct Occitanie, sur lequel on a, avec des écoles, donc les écoles de Robotics Place, l'INP, l'UPSITEC, le CESI et l'ICAM, développé des programmes éducatifs pour justement la formation continue, pour aider les gens à passer petit à petit de travail sans travail avec le robot. Ouais, d'accord. Gilles, une autre question. Alors Robotics Place, c'est un cluster, une entreprise qui rassemble des entreprises de robotique régionale. Et vous dites que c'est pour mutualiser les expériences et croiser les expertises. Et vous appelez ça du joli nom de coopétition. Compétition. Mais alors en même temps, la question que je me posais, c'est comment faire travailler ensemble des entreprises qui, un jour ou l'autre, sont concurrentes sur ces marchés. Alors voilà, c'est un travail de longue haleine. Il a d'abord fallu qu'on apprenne à se connaître entre entreprises.
C'est les 4-5 premières années du cluster où les entreprises se sont croisées régulièrement. On avait des entreprises qui étaient en forte concurrence à un moment donné, qui, à force de se croiser, de se rencontrer, de discuter, finalement, on s'est dit bon bah ouais, on est concurrents, mais bon, c'est la vie quoi. Après, ils disent de toute façon qu'on soit dans le cluster ou pas dans le cluster, on est concurrents. Donc le marché est là. Et donc nous, on a continué à avancer sur ce domaine-là. Et à force de bien connaître nos adhérents, on a identifié chez chacun d'eux, même quand ils font le même métier, c'est le plus marquant, c'est dans le métier d'intégrateur robotique industriel, qu'ils avaient chacun des spécialités. Des spécialités parce que ils avaient eu des expériences qui s'étaient bien passées dans un secteur d'activité, ils avaient développé une expertise dans ce domaine-là, ou parce que ils avaient décidé d'investir sur un sujet technologique bien précis. Et donc, toutes ces entreprises, on est capable aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas une entreprise dans le cluster qui sait tout faire en robotique. Et donc, on a listé toutes les expertises de chacun de nos adhérents. Et quand il y a un sujet qui nous arrive, on est capable de dire qu'il a besoin de vision, qu'il a besoin de se connaître dans le marché de l'aéronautique, qu'il a besoin de s'y connaître dans la robotique dans les salles blanches ou de la robotique dans l'agroalimentaire. Et puis ça se passe en Belgique ou alors ça se passe en Suisse. Et en fonction de tous ces paramètres-là, on est capable de dire, il va falloir qu'on fasse travailler celui-ci qui est expert en vision, celui-ci qui a une expérience en agro, celui-ci qui a une filiale en Belgique, et on les fait travailler ensemble. Et dans ce cas-là, on n'est pas sur des considérations de concurrence. Et ce qui est extraordinaire d'ailleurs en faisant ça, c'est qu'au début, on le fait de façon un peu artificielle. C'est-à-dire qu'on va chercher les gens en leur disant, tiens, on va t'apporter un travail, on va t'apporter une commande, et cette commande, tu vas la gérer uniquement sur cette expertise que tu as, et c'est quelqu'un d'autre qui va faire le reste. Mais à force de travailler ensemble, en fait, ils finissent par se contacter entre eux sans même nous demander comment faire, quoi. C'est-à-dire qu'ils se connaissent, ils ont travaillé ensemble, ils connaissent les expertises des uns et des autres, et ils collaborent entre eux sans avoir besoin de Robotics Place. Et votre rôle à vous, c'est celui d'un arbitre? Un peu d'arbitre, mais surtout de rapporteur d'affaires. C'est ça, donc on vient vous voir, vous le disiez tout à l'heure, on dit j'ai un projet, est-ce que vous pouvez m'aider à construire mon robot ou à robotiser mon service? Voilà, tout à fait. D'accord, et vous donnez les bons contacts, les bons tuyaux. Alors, on a quand même une façon de le faire de façon transparente. On est une association, tous nos adhérents sont au même niveau. Donc, d'un point de vue pratique, comment ce qu'on fait, c'est qu'on a une lettre d'information qui part à tous nos adhérents. Quand on a un appel d'offres, on décrit l'appel d'offres de façon anonyme à tous nos adhérents, en décrivant quels sont les packages techniques. Et à ce moment-là, ceux qui se reconnaissent dans la technicité, ceux qui ont de la disponibilité pour répondre, à ce moment-là, on nous recontacte et on les réunit, on fait un point sur le projet. En général, en fait, ça se passe tout seul. C'est-à-dire que on a rarement 3 concurrents sur le même produit, sur le même projet, sur la même expertise qui viennent en même temps. Auquel cas, on serait effectivement amené à faire les arbitres et on a prévu cette option-là. On a un comité dédié de gens qui sont compétents sur le sujet, qui ne sont pas commercialement concernés par le sujet et qui sont capables d'évaluer qui est le plus à même de répondre. Ce sont vos Suisses en fait. Est-ce que vous avez des garde-fous? Il y a des choses que vous n'accepteriez pas de faire? On n'a jamais été confronté au problème. Ça pourrait arriver éventuellement dans des sujets militaires ou des choses comme ça. Mais on n'a jamais été confronté, donc on ne s'est pas encore posé la question. En matière d'éthique, par exemple. Ouais. Gilles, dernière question. Parler de robots et de drones, est-ce que le drone est un robot particulier ou c'est un autre animal? Pour nous, c'est un robot. Il a juste la particularité de voler. Et même dans les drones, il faut se méfier. Il y a des gens qui parlent de drones terrestres quand c'est des drones dans des appareils roulants. Donc pour nous, un drone, c'est un appareil qui vole et qui est automatisé. Donc c'est un robot comme un autre. Et demain, notre ciel va être envahi de drones qui vont venir nous livrer nos paquets de chez Amazon. Je sais à qui vous pensez. Ah bah voilà, j'allais le dire. Ça évolue très doucement. On est aujourd'hui surtout limité par la réglementation. La réglementation évolue. Au début, quand on parlait des drones, il n'était pas question de voler ailleurs que au-dessus d'un champ privé, avec éventuellement même des barrières à 30 mètres de haut pour éviter qu'ils se sauvent. Aujourd'hui, quand on parle avec la DGAC, ils disent oui, le drone il va passer au-dessus de la route et alors? Bon, bien. On est encore bloqué par le fait de dire il faut pas que le drone vole au-dessus des maisons, au-dessus des habitations. C'est en train de sauter aux États-Unis, ça. Nous, on est encore un peu en limite à ce niveau-là, mais il y a quand même des expérimentations qui vont être faites entre 2 hôpitaux à Toulouse. Il va y avoir des drones qui vont transporter des poches de sang. Savoir que ça se fait déjà au Rwanda depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'au Rwanda, vous avez un endroit vous avez des dizaines de drones
qui envoie des médicaments, des poches de sang, des organes à des hôpitaux qui sont dans la brousse et il faudrait 3 jours de voiture pour y aller compte tenu des difficultés de circulation. Et là, les médecins dans leur dispensaire ou dans leur hôpital, ils demandent un cœur, enfin peut-être pas tous les jours, mais enfin ils demandent un organe, une poche de sang, ou choses comme ça. Et dans la demi-heure qui suit, il y a un drone qui part et qui va leur livrer. Et ils sont à 1 heure de tous les hôpitaux qu'elle y livre. Donc d'un point de vue technique, c'est faisable. La problématique, elle est plus au niveau sécuritaire, de pas faire survoler des villes, des habitations par des appareils dont aujourd'hui on n'a pas encore suffisamment confiance. Mais bon, aujourd'hui les avions passent au-dessus des villes. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Roussel. Si on veut continuer à s'informer, se documenter, on peut aller vous rendre visite sur votre site internet. Alors, il y a notre site internet. Bien documenté. Tout à fait. Mais surtout, on a prévu un événement d'importance le 20 novembre. Ouais. On sera au B612 à Montaudran. On réunit tous nos adhérents. Et durant toute la journée, on a prévu de rencontrer l'ensemble de nos utilisateurs, de nos partenaires, y compris aussi les étudiants, les lycéens, pour leur montrer ce que c'est que la robotique, quels sont les métiers qu'il y a dedans. Et on espère donc avoir le plus de monde possible ce 20 novembre au B612. Eh bien voilà, vous êtes venu pour nous en parler, nous donner la date le 20 novembre. On peut s'inscrire facilement ? Sur le site internet de Robotics Place, sur la première page, vous avez le lien dans la rubrique événements. Merci à vous, merci de nous avoir d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour le goût d'entreprendre. Vous allez nous retrouver facilement en podcast sur notre site internet radioprésence.com et retrouvez-nous également sur la chaîne YouTube du goût d'entreprendre. Merci Gilles Brochen, à bientôt. Merci.